Bonjour, très gros programme aujourd'hui. On va voir les lois de Newton. Donc au sommaire, on verra évidemment les trois lois de Newton. Et puis ça va nous permettre d'introduire une grandeur physique qui va être fondamentale en mécanique, qu'on appelle la quantité de mouvement. Et puis on parlera aussi un petit peu d'impulsion. Alors, première loi de Newton, très simple, on l'appelle aussi principe d'inertie, c'est que on va partir de deux objets qui sont en équilibre. Un objet qui est par exemple posé sur une table, donc qui est soumis à son poids et la réaction de la table, un objet qui est suspendu par deux fils, donc qui est soumis à trois forces, donc le poids et puis les deux tensions du fil. L'objet en équilibre, si on regarde les forces qui s'appliquent au système, et ben la somme vectorielle des forces est nulle. On va regarder ce qui se passe par exemple pour une balle qui serait par exemple en mouvement sur une table. Alors j'ai fait l'étude sur un temps qui est très bref, de manière à ce qu'on puisse négliger les forces de frottement. Donc voilà la balle qui passe au ralenti. Je m'intéresse au graphique, donc qui est le déplacement de la balle en fonction du temps. Et à partir de ce graphique-là, je peux regarder la pente de cette courbe qui va être en fait la vitesse. Alors, j'ai essayé d'un petit peu de faire une petite animation pour simuler tout ça. Si on néglige les forces de frottement, la balle est soumise à deux forces, son poids et la réaction de la table, et on a une vitesse constante. Évidemment, dans ce cas-là encore, la somme vectorielle des deux forces est nulle. Donc on va essayer de résumer ça maintenant. Qu'est-ce que dit le principe d'inertie? Premièrement, c'est que si un objet est soumis à des forces qui vont se compenser, alors l'objet sera en équilibre, ou alors, s'il avait déjà une vitesse, il aura un mouvement rectiligne uniforme. Il ira en ligne droite avec toujours la même vitesse. La réciproque est la suivante. Si maintenant on a un objet qui est soit en équilibre, ou alors qui a un mouvement rectiligne uniforme, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que les forces qui vont s'appliquer à l'objet vont se compenser. La question évidemment est la suivante, c'est qu'est-ce qui se passe quand les forces ne se compensent pas? Eh ben, on arrive donc à la deuxième loi de Newton. Alors j'ai essayé de prendre un cas simple. On va avoir une balle qui va avoir une masse m et qui est en chute libre. Alors on va essayer de négliger les frottements de l'air pour rendre l'étude un peu plus simple. Euh, le poids de la balle, de l'objet, c'est tout simplement m fois petit g. Petit g, c'est l'intensité du champ de pesanteur terrestre, et la valeur de petit g, on la connaît, c'est tout simplement 9,81 newtons par kilogramme. Alors, j'ai essayé de prendre ici une petite animation qui montre un ballon que là, pour l'instant qui est à sa hauteur maximale. On va s'intéresser par contre à sa chute. Et je vais m'intéresser à l'évolution de sa vitesse au cours du temps. C'est parti. Alors, le ballon, pour l'instant, est soumis à une seule force, si on néglige les forces de frottement, une seule force qui est son poids, et donc qui n'est pas compensée par d'autres forces. Si on regarde maintenant la vitesse, on voit qu'elle augmente, et elle augmente constamment. Constamment, ça veut dire qu'elle augmente, enfin, qu'elle accélère, et que l'accélération, on peut l'avoir en prenant la pente de cette courbe. Si je regarde la valeur de la pente, je trouve à peu près 9,8. Ce 9,8, c'est tout simplement la valeur de petit g. Ce qui veut dire que petit g, c'est ce qu'on appelle l'accélération de pesanteur. Alors attention pour les unités, en mètres secondes moins 2. On divise des mètres par seconde, divisé par des secondes, ce qui nous donne des mètres secondes moins 2. Si on veut résumer ce qu'on avait ici, donc le poids est égal à m fois g, puisque g c'est une accélération, je peux écrire que le poids est ici égal à la masse de l'objet multiplié par son accélération. Alors ça c'était un cas simple où on avait un objet qui est soumis qu'à une seule force, mais on peut évidemment avoir des objets qui sont soumis à un ensemble de forces. Donc si maintenant un objet est soumis à un ensemble de forces qui ne vont pas se compenser, donc on n'a pas d'équilibre, on peut dire que cet objet accélère, ce qui veut dire que le vecteur vitesse de l'objet va varier au cours du temps. La réciproque, évidemment, est la suivante, c'est que maintenant, si on voit qu'un objet a son vecteur vitesse qui varie au cours du temps, on peut donc dire qu'il accélère. Accélérer, donc peut vouloir dire aussi que la vitesse, l'intensité ou la valeur de la vitesse ne change pas, mais que la direction et le sens varient. Donc là, on a accélération. À ce moment-là, on peut dire que l'objet est soumis à des forces qui ne se compensent pas. Alors, on a une superbe formule pour résumer tout ça, qui est la suivante, qui est que la force résultante, donc c'est la somme des vectoriels des forces qui vont s'appliquer au système, est égale à la masse de l'objet multiplié par son accélération. C'est la deuxième loi de Newton. Alors, un truc intéressant, c'est que maintenant, l'accélération de l'objet et la variation du vecteur vitesse auront même direction et même sens. Et l'accélération de l'objet et la force résultante
ont évidemment même direction et même sens. Donc si on est capable de pouvoir définir quelle est la force résultante qui s'applique à un système, on connaît la direction et le sens de son accélération. On va aller un tout petit peu plus loin avec cette seconde loi de Newton. Donc je vais reprendre ma formule. Ma force résultante est égale à la masse de l'objet multiplié par son accélération. Et ce que je vais faire, c'est que je vais redéfinir l'accélération. L'accélération de l'objet, c'est sa variation de vitesse en fonction du temps. Et le m, la masse, c'est une valeur scalaire, je peux l'introduire, la multiplier avec le vecteur vitesse v. Le produit de m fois v, c'est ce qu'on va appeler la quantité de mouvement. On verra à la fin de la vidéo l'importance de la quantité de mouvement en physique. Pour l'instant, je voudrais simplement parler un tout petit peu des unités de P. On peut donc définir que la force résultante, c'est la variation de la quantité de mouvement divisée par le temps. Donc delta P, c'est F multiplié par le temps. Ce qui veut dire que l'unité de P, c'est pareil évidemment que l'unité de la variation de P. Qu'est-ce qu'on peut dire? La force est en newton, le temps en secondes, donc la quantité de mouvement sera exprimée en newton secondes. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir, par exemple dans le cas du tennis, une balle qui va frapper la raquette de tennis, et on va avoir une force qui va grandir au cours du temps, qui va atteindre une valeur maximale, puis ensuite évidemment retomber à zéro. C'est ce qu'on va, ça va nous permettre de pouvoir définir ce qu'on appelle l'impulsion. L'impulsion, c'est ce terme de variation de quantité de mouvement. Donc ici, je montre la quantité de mouvement de la balle avant l'impact sur la raquette, après l'impact sur la raquette, donc c'est P1 et P2. Je montre la force qui est exercée par la raquette sur la balle, la variation de quantité de mouvement qu'on appelle impulsion, donc c'est la force résultante multipliée par l'intervalle de temps. Si on voulait maintenant regarder l'évolution de la force en fonction du temps, l'air sous la courbe serait égal à l'impulsion delta P. On va maintenant passer à la troisième loi de Newton qui est archi connue, qu'on appelle aussi le principe d'action de réaction, qui paraît très très simple pour les gens, mais qui peut poser parfois certains problèmes. L'exemple le plus simple, je prends un sprinter qui va démarrer, donc il va appuyer sur son starting block et évidemment avancer. Alors je vais représenter les deux forces qu'on va avoir dans notre problème. Premièrement, la force qui est exercée par le sprinter sur le starting block, et puis évidemment le starting block exerce une force sur le sprinter. Donc, pour résumer ce qu'on appelle le principe d'action et de réaction, c'est très simple. Vous avez deux objets, A et B. Ce que dit la troisième loi de Newton, c'est que quand un objet A exerce une force sur l'objet B, alors l'objet B, en réaction, exerce la même force, mais de sens opposé, sur l'objet A. Alors le petit piège, c'est qu'il y a pas mal de gens qui vont se dire, mais on a deux forces sur notre problème. Mais si on reprend la première loi de Newton, le principe d'inertie, ces deux forces se compensent. Comment ça se fait à ce moment-là que le sprinter peut avancer? Et c'est là le piège, c'est qu'il faut absolument parfaitement définir le système qu'on veut étudier dans notre problème. Là, je ne vais pas m'intéresser à ce qui arrive au sol, je vais m'intéresser au sprinter. On a combien de forces qui s'appliquent au sprinter? On va avoir évidemment son poids, et puis la force qui est exercée par le bloc, le starting block, sur le sprinter. Je me moque pour l'instant de ce qui se passe pour le sol. Donc je me moque de la force qui est exercée par le sprinter sur le bloc. Donc il faut, quand on veut appliquer la troisième loi de Newton, parfaitement définir le système d'étude pour commencer notre problème. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de la quantité de mouvement de P, qui est égale à m fois v. Et pour essayer de vous faire comprendre pourquoi c'est si important en physique, on va essayer de prendre un cas de collision entre deux objets. Ça va nous permettre de parler de la seconde et troisième loi de Newton pendant cette collision. Donc j'ai deux objets, 1 et 2, qui ont deux masses différentes, M1 et M2, qui vont avoir deux vitesses différentes. On va considérer que l'objet 1 va plus vite que l'objet 2, donc l'objet 2 avance, l'objet 1 va plus vite et vient rencontrer l'objet numéro 2. Alors sur ce problème, je vais définir les quantités de mouvement. Donc j'ai P1 M1V1 et P2 M2V2. Et je vais en fait définir mon système comme étant en fait l'ensemble de l'objet 1 et l'objet 2. Donc la quantité de mouvement total de mon système avant la collision, ça va être tout simplement M1V1 plus M2V2. Alors dans mon problème,
je vais essayer de simplifier le problème, ce cas-là, en disant que mon système est isolé. Et isolé, ça veut dire qu'on va supposer qu'aucune force ne s'applique au système. Alors évidemment, dans la réalité, c'est quasiment impossible, hein. Il faudrait peut-être être au fin fond de l'espace pour qu'aucune force ne s'applique au système. Mais on peut parler de système pseudo-isolé, ça veut dire que les forces qui s'appliqueraient au système vont se compenser, comme par exemple le poids du système et la réaction de la table, par exemple. Dans ce cas-là, si notre système est pseudo-isolé, je vais essayer de voir ce qui se passe avant et après la collision et surtout pendant. Donc, je reprends les termes qui vont m'intéresser, donc les deux quantités de mouvement P1, P2. Pendant la collision, je vais regarder ça juste après. Après la collision, mes vitesses vont changer. Donc, je vais avoir P'1 égale M1 V'1 et puis P'2 égale M2 V'2. Et maintenant, je vais m'intéresser à ce qui se passe pendant la collision. La collision, ça veut dire qu'il y a les deux objets qui sont en contact. Si j'applique la troisième loi de Newton, qu'est-ce que je peux dire? C'est que la force exercée par le premier objet sur le deuxième est égale à l'autre force. Donc maintenant, là j'ai défini les vecteurs, je vais essayer de passer aux valeurs algébriques sans notation vectorielle. Donc je peux écrire que la force exercée par 1 sur 2 est égale à moins la force exercée par 2 sur 1. Je vais injecter un tout petit peu de la seconde loi de Newton, qui était que la force était égale à la variation de la quantité de mouvement par rapport au temps. Et je vais remplacer delta P par des expressions en fonction des vitesses. Donc F de 1 sur 2 est égal à M2 V'2, la vitesse finale, moins la vitesse 2, divisé par le temps. Pareil pour la force exercée par 2 sur 1. On avait dit que les deux forces étaient opposées, donc je peux écrire cette nouvelle expression. Alors pendant le choc, évidemment, l'intervalle de temps pendant lequel la force s'applique est le même pour les deux objets. Donc qu'est-ce que je peux faire? C'est évidemment, c'est me débarrasser de ce terme delta t. Je simplifie et j'arrive à cette nouvelle expression. Alors je vais repartir de ça. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer par rapport au signe égal de mettre à gauche du signe égal tout ce qu'il y avait avant la collision et à droite du signe égal tout ce qu'il y a après la collision. Donc c'est un tout petit peu de mathématiques élémentaires. Je me retrouve avec cette expression-là. M1 V1 plus M2 V2, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la quantité de mouvement du système avant la collision. M1 V'1 plus M2 V'2, c'est la quantité de mouvement du système après la collision. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que si on considère que notre système est pseudo-isolé ou isolé, la quantité de mouvement du système est conservée pendant la collision. Et en physique, on adore toutes les grandeurs qui se conservent au cours du temps. Donc la quantité de mouvement est une grandeur physique qui va être absolument considérable et super importante pour l'étude des systèmes mécaniques et pour bien d'autres problèmes en physique plus tard. Donc conservation de la quantité de mouvement.